Dans ce nouvel épisode, on reçoit Philippe Broy, préparateur physique. Il nous explique le lien entre performance, force de préhension et sa manière d'utiliser la posturologie pour devenir un athlète de haut niveau en hockey. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Hello Philippe. Bonjour, ça va bien? Nickel, et toi? Ah, ça a coupé, là, ça a coupé. Direct Ah quand on ouais, commence, ça coupe. mais c'est parce qu'on l'entend à ton accent, t'es trop loin. Ça doit être pour ça. C'est ça. Hmm. Bah, Là, c'est bon. Là, ça coupe pas, là. Bah écoute, merci de venir sur le Setup Podcast pour ce nouvel épisode. Ça Je fait pense qu'on plaisir. va Merci de avoir l'invitation. plein de belles choses à raconter. Si tu peux Mhm. du coup commencer par te présenter. Ouais, ben en fait, moi, c'est Philippe Roy. Donc, comme vous l'avez sûrement vu avec mon accent, je viens du Canada, donc du Québec, plus précisément en Abitibi. Donc, c'est un autre coche d'accent en plus. Donc, je viens de là, j'ai grandi là. Ben, j'habite encore, en fait, au Québec, mais plus dans la grande région de Montréal, donc à Laval. J'ai déménagé dans un plus grand centre pour l'université. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai joué au hockey tout mon parcours, comment je peux dire, mon parcours, mon secondaire. Même au cégep aussi, j'ai continué à jouer au hockey. Donc, j'ai joué au hockey de haut niveau tout le temps dans les grandes catégories. Puis, c'était vraiment ma passion. Donc, à un moment donné, le hockey, tu dois aller dans différentes villes, tu te promènes. Puis, ça a donné que finalement, je suis arrivé à un certain point qu'il y a eu comme un malentendu, si je peux dire, où est-ce que j'étais supposé jouer pour une équipe. Là, finalement, l'équipe était rendue pleine. Fait que là, je me retrouvais plus d'équipe. Donc, ça, c'était rendu à l'âge de, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 18-19 ans environ. Donc là, j'étais rendu à cet âge-là, 18-19 ans. Je commence à aller dans. Tu sais, je vois l'objectif qui est vraiment pas loin de jouer, exemple, junior majeur, puis de continuer à me développer en tant que joueur de hockey, puis en tant qu'humain. Puis, boum, ça arrive. Je ne me retrouve plus d'équipe que je pourrais jouer. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai quand même une bonne aisance à l'école. Fait que j'ai décidé de mettre mon temps, mon effort sur l'école puis de terminer. Je ne sais pas si vous, en France, c'est la même chose, là, les niveaux scolaires là, avec le collégial, le cégep et tout, avant l'université. Mais nous, on a, exemple, les 5 secondaires. Ensuite, on a 2 ans de cégep, donc de collège. Ensuite de ça, on passe à l'université. Donc, c'était dans ce moment-là du cégep. Puis, j'avais soit le choix de jouer pour une autre équipe quand même, mais d'allonger mon parcours scolaire avant de pouvoir rentrer à l'université ou continuer à jouer au hockey pour le plaisir dans des petites ligues de garage, puis des ligues de bière, comme on appelle ici. Euh, Puis finir mon parcours scolaire à temps, donc pas sans sauter d'année, mais sans rallonger mon parcours. Donc, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Puis, c'est drôle parce que moi, la chose qui me coupait le plus, disons, dans mon parcours athlétique, donc de joueur de hockey, c'était le manque de préparation physique. Donc là, ça part mal un peu avec le métier que je fais aujourd'hui, mais c'était la chose que je détestais le plus faire dans l'été, les périodes estivales, m'entraîner. J'avais pas beaucoup d'encadrement, c'est une des raisons pourquoi j'aimais pas ça. Puis l'encadrement que j'avais était peut-être pas celui de très haute qualité, si je pourrais dire, euh, tout le temps. Donc, ça donnait que je te laissais un peu à moi-même. Tu sais, à 14, 15, 16 ans, ben, malheureusement, tu ne sais pas comment t'entraîner, puis encore moins comment bien t'entraîner pour un objectif précis comme la haute performance. Donc, j'aimais pas ça, je détestais ça pour mourir. Donc, c'est le côté que j'ai négligé le plus parce que comme joueur de hockey, je n'étais pas le plus talentueux, mais j'étais lui qui voulait travailler le plus. J'aimais aussi le hockey, fait que c'est ma passion, ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça donnait que justement, là, j'étais comme un peu. Je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire. Puis j'ai déménagé de ville en même temps. Donc, je me suis rapproché justement ici dans les alentours de Laval au même moment où est-ce que je suis arrivé, plus rien, plus de hockey. Euh,
parce que là, justement, comme je dis, le malentendu, j'étais déjà inscrit à une école que j'étais supposé jouer pour l'équipe. Finalement, je n'ai pas pu jouer, donc j'étais déjà inscrit là. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'aller à cette école-là. Donc, puis c'était quand même à 5 heures, 6 heures de route de où est-ce que moi j'habitais, ma maison chez mes parents et tout. Donc, j'avais pas le choix d'aller là-bas quand même. Donc, je m'en vais là-bas, puis je m'en vais là avec ma blonde, puis sa famille, parce qu'eux ont déménagé en même temps. Puis, fait que là, je me retrouve plus de hockey, plus rien. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Puis ça a donné que j'ai commencé à aller dans les gyms. J'ai dit, je peux pas ne pas rien faire, parce que ça va mal virer, cette histoire-là. Donc, je m'en vais dans les gyms, puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à apprécier et à aimer m'entraîner. Puis je le lisais de plus en plus des articles, des blogs, des livres sur l'entraînement. Puis j'étais comme, oh wow, OK, c'est cool quand tu sais quoi faire, tu sais. Fait que ça continue comme ça. Puis là, mon choix d'université arrive. Fait que là, je mets plusieurs choix dans la liste. On a le droit ici à 3 choix. Donc, premier choix que je mets, c'était biologie. Donc, être comme un style de chercheur. Ensuite de ça, je mets kinésiologie qui est ce que je fais aujourd'hui, donc un peu préparation physique, préparateur physique. Puis, j'ai mis aussi professeur d'éducation physique au secondaire. Donc, c'était mes 3 choix. J'ai été accepté dans les 3 choix, mais j'ai décidé quand même d'aller vers la kinésiologie parce que au début, je ne savais absolument pas c'était quoi ce mot-là. Puis, plus que je lisais, plus que je voyais que, ben, tu sais, si jamais je peux faire de la préparation physique avec de la haute performance, ce que j'aime, ce que je fais aujourd'hui, je peux faire, si je veux travailler avec des blessures, des personnes en réadaptation. Je peux également aussi enseigner au collège, donc au cégep, si jamais j'ai envie d'enseigner des cours d'éducation physique ou des cours plus précis sur de la préparation physique, de la musculation, et ainsi de suite. Donc, je trouve que ça me donnait beaucoup plus d'options que j'aimais faire. Puis, je peux faire aussi de la recherche, ce que je voulais faire en biologie. Donc, c'était vraiment le choix le plus logique, disons, de faire, vu que je suis un peu pas un all-around, mais j'aime toucher à plusieurs choses. Donc, j'étais comme, bon, OK, on y va là-dedans. Donc, ça a donné que j'embarque, je fais mon 3 ans universitaire en kinésiologie. Puis ensuite de ça, me voilà aujourd'hui, là, je termine mon master, là, donc ma maîtrise cet été, là, donc en août, sur la préparation physique au hockey, là, plus précisément sur la force de préhension au hockey. Donc, ça a donné que j'ai quand même pu toucher à tout ce que je voulais toucher, la recherche, de la préparation physique, de haute performance avec les joueurs de hockey. J'ai touché aussi à des gens en réadaptation. Souvent réathlétisation, donc des athlètes blessés qu'on ramène au niveau performance. Donc, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Ensuite de ça, mon parcours universitaire va continuer au doctorat, encore une fois, là, axé sur le hockey, mais plus, je dirais, pliométrie, puis avec tout ce qui est index de force réactive, les sprints sur glace, l'accélération. Donc, je m'enligne un peu plus là-dedans. Là. Donc, ça fait un peu le portrait de mon parcours. Ouais, c'est un beau chemin. Et justement, pourquoi avoir choisi ce thème de recherche de ton master? Ouais. C'est quand même assez drôle parce que, tu sais, moi, j'ai arrêté, comme je l'ai dit, j'ai arrêté de jouer au hockey environ à 18-19 ans dans des ligues compétitives. Ensuite de ça, j'ai continué à jouer au hockey, mais comme je dis, dans les ligues de garage, des ligues de bière, puis un peu avec le plaisir, puis avec, tu sais, des fois, c'était souvent avec des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi, mais, tu sais, on n'avait pas le même niveau, puis donc, j'ai continué à jouer un petit peu, mais je m'entraînais beaucoup sur le côté. Donc, l'entraînement devenait mon sport numéro 1, si je peux dire, mon loisir numéro 1. Puis, ce que ça a donné, c'est que je voyais que j'avais des constantes améliorations dans mes matchs quand j'embarquais sur la glace, mais pourtant, avant, j'embarquais sur la glace 1 fois par jour, puis 6 jours sur 7 dans le pire des cas, tu sais, à l'année longue presque. Puis j'ai jamais vu autant d'amélioration que quand j'ai commencé à m'entraîner solidement, de façon planifiée, puis qui faisait du sens, puis que pourtant je touchais à la glace 1 fois ou 2 semaines quand j'étais chanceux. Puis je voyais des améliorations sur mon lancer, sur mon maniement de rondelle. J'étais beaucoup moins épuisé. J'étais beaucoup moins épuisé aussi des avant-bras dans les bras quand j'avais la rondelle. Je pouvais dribbler beaucoup plus aisément. Donc,
j'ai commencé tranquillement pas vite dans ma tête à me faire des relations un peu comme ah, OK, ben l'entraînement amène ça parce que je veux pas, il n'y a rien d'autre qui pourrait expliquer le fait que je m'améliore si je pratique plus vraiment le sport, autre que m'entraîner. Donc, j'ai vu aussi que ma force de préhension a augmenté sur un bon step. Donner une idée, là, les dernières fois que j'avais testé ma force de préhension, vers les 18-19 ans, j'étais peut-être à 80 kg de total là, de chaque côté. Ce qui n'est pas 80, entre 80 à 100, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas l'idéal, mettons, pour des athlètes. Puis là, aujourd'hui, je me situe à 160 de force de préhension combinée, donc c'est le double. C'est sûr que ça l'augmente avec l'âge, mais si tu ne fais rien en avançant dans ton âge, ça n'augmentera pas énormément autant que j'ai pu l'augmenter. Puis, je me suis rendu compte justement qu'il y a eu beaucoup d'impact sur glace avec l'augmentation de ma force de préhension. Il y a eu de l'augmentation du reste, c'est sûr, ça va de soi, mais précisément, c'est un des outils qu'on peut mesurer quand même assez rapidement. Donc, j'ai vu des relations, puis je me suis dit, pourquoi pas aller voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui s'est déjà fait en fait dans le passé entre la force de préhension et le hockey. Il y a quelques études qui ont été faites, mais il manquait encore quelques points à détailler ou à aller plus en profondeur. Donc, un exemple, un des points là, qui ressort beaucoup, les joueurs, si on prend exemple une catégorie, on va dire junior, qui est on va dire, aux États-Unis, junior, on va dire que c'est du 18 à 22 ans, exemple. Eux, ils ont plusieurs catégories de juniors. Ils ont du junior 1, du 3, ainsi de suite. Les 1, eux, qui sont les meilleurs, entre guillemets, ils ont tous eu des forces de préhension plus élevées que les 3. Pourtant, c'est tous les mêmes âges, mais les meilleurs ont une meilleure force de préhension. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont démontré ce genre de truc-là quand ils faisaient des études sur différents sujets au hockey. Ils ont pris la force de préhension pour l'apprendre, puis pas trop se poser de questions pour aller plus loin. Mais ils ont tous remarqué des différences significatives entre justement les catégories puis le niveau des joueurs. Ou est-ce que quand les joueurs sont meilleurs au hockey, ils ont des meilleures forces de préhension. Ensuite de ça, il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent impacter ça. Souvent, les meilleurs sont plus en forme, plus de masse musculaire, donc ça va de soi aussi d'avoir une plus grande force de préhension. Mais ils ne se posaient pas beaucoup de questions plus loin. Il y en a quelques-uns qui ont regardé un peu la puissance du lancer, qui ont vu des différences aussi remarquables, significatives par rapport à la force de préhension, qu'il y avait une certaine corrélation aussi qui se faisait entre les deux. Donc, que plus qu'on a une force de préhension élevée, plus que notre lancer va être puissant. Aussi un petit peu avec le maniement de rondelles, mais ça, ils ont testé un peu plus avec... C'est une étude qui ont remarqué ça, là, qui ont testé avec l'endurance de la force de préhension. Donc, pas la force de préhension maximale, mais de l'endurance de la force de préhension. Puis, ils se sont rendus compte que, justement, les gens qui ont entraîné sur une période, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est de 8 semaines, qui ont entraîné l'endurance de leur force de préhension versus le groupe qui ne l'ont pas entraîné, ils se sont rendus compte que sur leur parcours de maniement de rondelles, ils ont eu un temps d'amélioration significatif par rapport à l'autre groupe qu'eux, ils n'ont pas eu d'amélioration. Donc là, je commençais à lire ces trucs-là, puis j'étais comme, OK, c'est cool, il y a des trucs qui font du sens de ce que je pensais dans ma tête, mais encore là, il n'y a rien de précis de savoir, OK, la force de préhension, ça peut augmenter ça sur glace. Exemple. Donc là, j'ai décidé de faire mon choix là-dessus, puis de voir un peu l'impact de la force de préhension sur tout ce qui touche le maniement du bâton. Donc, la puissance des lancers, la puissance du lancer, la précision des lancers. Ensuite de ça, le maniement du bâton en position statique, puis donc le maniement de la rondelle, puis le maniement de la rondelle en dynamique, donc en mouvement, dans un parcours le parcours que j'ai choisi, c'est le Illinois. Là. Mais donc, c'est Illinois, je ne sais pas, Gaël, si tu as déjà entendu ça, non, mais je pense test d'Illinois, non? Des tests standardisés, un peu comme ils ont en NFL ou des trucs comme ça. Ouais, c'est un peu... tu as des comptes, puis là, tu passes, puis ensuite tu reviens, tu rentres dans une série de comptes au milieu, tu repasses dans ta série de comptes, puis tu t'en vas à l'autre compte, puis tu reviens. Fait que ça fait un style de M
Mais ouais, fait que, c'est un test un peu d'agilité où est-ce que tu as des petites lignes droites, des petits virages à 180, des petits virages entre des cônes. Mais c'est ça. Fait que, j'ai décidé de choisir ce test-là pour voir le maniement de la rondelle. Donc, c'est à peu près ça que je regarde. Là, je suis dans la phase justement d'analyser les résultats, analyser, voir qu'est-ce qui se passe, quelles corrélations qui existent, quel impact que ça a eu en fonction de plusieurs paramètres. Donc, j'en suis là. J'aurais bien aimé vous donner des résultats exclusifs, mais je ne suis pas rendu encore à tirer des conclusions. Mais c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour ma maîtrise. Parce que justement, j'en ai eu l'expérience en tant que joueur, que j'ai vu des améliorations en augmentant ce facteur-là. Oui, il y a eu d'autres facteurs qui permettent que je puisse augmenter mes performances, mais c'est un peu le choix, la logique derrière le choix. Là. Et justement, là, avec le recul, et ça fait plusieurs années que tu travailles sur le sujet, quel lien tu vois entre cette force de préhension et la performance globale? Puisque là, dans toutes les études, enfin tous les tests que tu me parles, c'est pas juste de la vitesse, de la technique ou du tir, c'est vraiment ça l'améliore sur tous les aspects, le joueur. Mais enfin, j'ai jamais fait de hockey, mais comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est que quand on parle de hockey, ben, ce qui me vient en tête, c'est ce que tu disais, de la pliométrie, de la force. Enfin, c'est ça qui, pour moi, les premières choses qu'on a en tête, c'est ce qui va améliorer le joueur. On ne pense pas que la force de préhension. Quel lien, du coup, toi, tu as fait et comment tu peux expliquer ça? Ouais, ben tu sais, si on prend l'exemple que le hockey, mettons, est un sport où est-ce que c'est beaucoup de puissance, capacité à répéter des sprints, des intervalles à haute intensité. C'est le sport le plus rapide du monde, puis de plus en plus rapide aussi au fil des années. Si on regarde, je ne sais pas si tu suis un petit peu le hockey, mais Connor McDavid, il est rapide en s'il vous plaît. Là. Donc, puis il est très talentueux, mais donc c'est ça. Donc, le sport est très, très rapide. Les joueurs sont de plus en plus grands, de plus en plus gros au fil des années aussi, donc plus en plus de masse musculaire. Ça s'explique un petit peu par le fait que l'entraînement prend de plus en plus de place aussi à partir de plus en plus de plus bas âge. Mais c'est un sport, c'est ça. Donc, très explosif, très fort, très rapide. Donc, c'est vraiment force-vitesse qui amène à la puissance. Donc, c'est vraiment, si j'aurais un mot à décrire le hockey, c'est vraiment puissance. Ça fait vraiment le tour. Donc, c'est pas juste la force de préhension en tant que telle que si tu l'améliores, tu fais juste la force de préhension, tu vas être meilleur au hockey. Ça a comment je peux dire, des effets collatéraux où est-ce que, oui, la force de préhension va avoir des liens sur des aspects précis comme, exemple, l'endurance, le maniement de rondelle. Peut-être le maniement de rondelle au complet, à voir avec mes résultats. Ça a déjà été prouvé, la puissance des lancers. Reste à voir la précision maintenant. Est-ce que ça a un impact sur la précision du lancer? Tu sais, le but du hockey au bout de la ligne, c'est de mettre la rondelle dans le filet. Puis pour ça, ben, tu as bien beau avoir le lancer le plus puissant du monde, mais si tu ne sais pas où la mettre, tu n'es pas précis, ben, les chances restent les chances de base. Mais si tu augmentes tes chances en augmentant la précision, ben là, tu as plus de chances de marquer des buts, tu as plus de chances de gagner des parties, puis éventuellement, le but ultime de gagner une Coupe Stanley. Exemple. Là, on va loin, là, mais ça peut avoir un impact quand même assez grand. Puis si on regarde les effets collatéraux, ben ça a été montré, ça fait des années que c'est étudié, la force de préhension, beaucoup, beaucoup chez les personnes âgées aussi, mais que la force de préhension donne un indicateur sur la force globale du corps. C'est rare qu'on va voir quelqu'un très, très fort de la force de préhension, puis qu'il a les cuisses, puis gros de même. Là. Souvent, ça va de soi que tout augmente ensemble. Donc, si on regarde dans le gym, la force de préhension, je ne sais pas si toi, ça t'arrive souvent, Gaël, là, des fois, des athlètes ou des clients qui te disent « Ah, mon row, ma tirade, ou mon press, mes avant-bras, ils veulent lâcher avant. » Ouais. Je travaille souvent, c'est ça. Fait que, souvent, ça va arriver justement que les avant-bras, la force de préhension en tant que telle, donc la force d'agrippement, va faire limitatif
pour tes exercices. Donc, si tu veux travailler sur mettons tes pecs, un développé couché, peu importe, mais que tu ne peux pas aller à ton plein potentiel parce que tu as un limitateur qui est ton avant-bras parce qu'il ne peut juste pas tenir, ou des chin-up, par exemple. Ça en est un très bon exemple aussi que bien souvent, chin-up, deadlift, c'est les deux meilleurs exemples que je ne peux pas donner. Souvent, ça va être la grip, donc la force de préhension, la force d'agrippement qui va lâcher avant même que ta chaîne postérieure ne soit pas capable de faire le mouvement. Bien souvent, ça va arriver. Donc, fait que là, le monde va prendre une mixed grip. Exemple, là, c'est plus de chances de blessure, ainsi de suite. Mais en conventionnel, en grip conventionnel, c'est souvent la grip qui va lâcher. Donc, ça fait que quand tu veux t'entraîner, tu veux développer de la force, de la vitesse, de la puissance, de l'hypertrophie, peu importe, ben, ça fait que si tu as la force de préhension qui te limite, tu ne peux pas aller chercher ton plein potentiel puis le développer. Donc, ça a des impacts jusque dans le gym. Puis, ben, c'est ces impacts-là qui amènent, veux pas, les performances après ça sur glace. Parce que c'est pas vrai que si j'augmente ma force de préhension, j'augmente ma vitesse sur glace. Je veux dire, ben, c'est pas vrai. On ferait des tests, je suis sûr qu'on verrait une corrélation que plus qu'on est fort en force de préhension, plus que le monde sont vite. Mais après ça, essaie d'expliquer ce facteur-là, ce principe-là. Il est bien dur à expliquer. Mais si on regarde par la bande, pour ne pas faire des jeux de mots avec le hockey, si on regarde sur le côté, ben, si la force de préhension augmente, tu as plus de capacité à, par exemple, mettre des poids élevés sur ton deadlift parce que tu peux la tenir la barre comme il faut. Ben, le deadlift, après ça, travaille toute la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers. Puis, ben, principalement, c'est ces muscles-là qui te permettent de te propulser sur glace. Pour parler sur glace, parce que ça peut être dans n'importe quel autre sport aussi, ça fonctionne. Donc, là, il y aurait une explication logique qui se ferait à partir de la force de préhension. Donc, c'est un peu, encore une fois, l'explication du choix derrière mon master, mais pour répondre à ta question aussi, là, c'est que ça a des impacts directs sur la glace, mais ça a des impacts, ça amène des impacts secondaires sur différents autres aspects qui mènent à une performance. Ouais, parce que souvent le grip, là, ce test, on l'utilise pour le système, pour l'évaluation du système global, au même titre qu'on utiliserait un HRV ou enfin une espèce de suivi de fatigue. Et est-ce que, enfin, je sais pas comment c'était tes protocoles, est-ce que tu as entraîné vraiment le grip, de dire j'isole l'avant-bras et je vais chercher de la perf en max grip, ou justement ton suivi du grip, c'était simplement un indicateur de suivi et tu continues à faire des chin-ups, des deadlifts, comme tu nous as dit? Là, c'est plus pour, mettons, mon master ou pour dans ma vie, mettons, moi que j'ai utilisé? En général, c'était pour voir un peu En général. les corrélations, hein. OK, ouais. Ben, en fait, mettons, exemple, si je vais pour mon master, ce qu'on a fait comme test, on a testé tous des tests hors glace, puis on est allé tester des tests sur glace. On n'a pas regardé de avant-après. OK. Donc, est-ce qu'on n'a pas divisé le groupe en deux puis dire, OK, on teste tout de base, voici les tests. Ensuite, on vous lance sur de la programmation, planification d'entraînement. Un groupe qui travaille la force de préhension, l'autre groupe non, puis on reteste à la fin. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste on a pris, c'est un test hors glace, sur glace, puis on regarde si eux qui sont meilleurs en force de préhension n'ont pas des différences sur différents tests. Dans le quotidien, disons que je travaille avec un athlète ou que je travaille avec un joueur de hockey, je travaille avec n'importe qui, même monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'à partir de certains tests de base que j'ai, je peux voir qu'il faut travailler plus ça versus plus tel autre aspect. Mais en général, ce que j'essaie de toucher, c'est dans un macrocycle de 12 semaines, un des programmes, donc un des mésos, va avoir un exercice ou deux spécifiques à de la force de préhension. Donc, peu importe, là, des fois on voit avec le marteau là, un hammer, peu importe là, des exercices, ça peut être un wrist, flexion du coude, extension. Donc, des exercices spécifiques dans ce genre-là. Ça peut être un farmer's walk aussi, ça, j'adore utiliser ça, la marche du fermier. Donc, des genres d'exercices style strongman vont beaucoup travailler la force de préhension. Donc, généralement, j'essaie d'utiliser 1 à 2 exercices par mésocycle, donc pendant 3 semaines sur un 12 semaines pour améliorer ça.
Puis sinon, dans mes autres phases, ben, mon choix d'exercice, veut pas, si tu fais un dumbbell row, exemple, une tirade avec un poids libre ou une barre ou peu importe, ben c'est sûr que tu vas travailler de la force de préhension, veut pas. Ça va de soi. Donc, de là à la travailler à tous les jours, tout le temps, je crois pas que ça va aider. Comme un peu tout, là, si on veut augmenter notre bench press, c'est pas en faisant du bench tous les jours que ça va fonctionner. Mais c'est un exercice qui va travailler un peu partout. Tu vas faire tes chin-ups, ils vont travailler ce genre de trucs-là. Puis, ben, dans mes autres phases, dans mes autres mésocycles, où est-ce que je n'ai pas d'exercice spécifique, ben là, exemple, dans un chin-up, je pourrais rajouter, au lieu de faire un chin-up sur une prise normale, je vais prendre une fat grip. Exemple. Tout dépendamment, si je vois les personnes ont besoin de l'augmenter un peu plus, ben là, je vais travailler un peu plus souvent des variations pour travailler ma force de préhension. Mais sinon, je me limite, je me mets vraiment 1 à 2 exercices par mésocycle sur un 12 semaines. Ouais. Et justement, là, sur ton 12 semaines, le hockey, je pense, c'est un des sports qui a les calendriers les plus remplis. Et parfois, c'est compliqué de trouver 12 semaines entre. Déjà, il faut juste que déjà il soit réparé parce que il y a beaucoup de casses en hockey. Et pareil, est-ce que derrière, c'est une qualité que tu arrives à maintenir sur la saison ou il faut que tu mettes des rappels? C'est sûr que c'est plus facile, disons, de le travailler pendant la saison un peu parce que, comment je peux dire, pendant une saison, c'est sûr que tout dépendant les catégories, mais même chez les plus jeunes, à part le voyagement que les professionnels ont, c'est quand même assez chargé. Si je prends exemple là, ici, là, si on joue dans une catégorie la plus haute possible, mettons, niveau Bantam du 14-15 ans, si on joue dans le 3A, donc la plus haute catégorie, exemple, ben, eux, ils ont 3-4 pratiques par semaine, plus 4 souvent, puis ils ont 2 matchs, des fois 3 dans le week-end. Donc, ça fait c'est très chargé comme calendrier. Ils ont de la préparation physique. Exemple, si je prends l'exemple ici à Laval, ils ont un super de bon programme de préparation physique avec l'entraînement. Donc, d'autres programmes n'ont juste pas ou qui négligent un peu plus. Donc, tu sais, eux, c'est très, très, très chargé. Puis le hockey, dans une saison, il faut comprendre que, là, parce qu'on parle de hockey, mais il y a beaucoup de masse musculaire qui va diminuer. En fait, la masse musculaire diminue au fil de la saison parce que la demande du sport est tellement élevée. Même si c'est un sport de force-puissance, c'est tellement répété que ça devient quasiment de l'aérobie, veut pas. Donc, ça fait que la masse musculaire, elle descend beaucoup. Puis aussi parce que le fait qu'on ne peut pas s'entraîner 4 fois semaine, puis aller taper l'échec musculaire, puis aller prendre les principes d'hypertrophie en même temps parce que tu ne suivras juste plus sur la glace. Ça ne fonctionnera pas. Puis dans plusieurs sports aussi, c'est ça. Si je prends l'exemple, on va dire le baseball là, dans la MLB, là, c'est quoi, 168 matchs? Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme ça dans l'été. C'est tough, c'est difficile à pouvoir maintenir des capacités, mais c'est pour ça que travailler la force de préhension, ça n'amènera pas des courbatures. En tout cas, peut-être la première fois que tu vas vraiment la travailler comme il faut, mais après ça, ça ne viendra pas nuire à les performances sur glace. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont un peu plus faciles à maintenir pendant la saison que, exemple, de la masse musculaire c'est plus difficile à maintenir dans une saison. Mais effectivement, le calendrier est très chargé. Si on regarde dans la Ligue nationale, là, ils sont tout le temps sur le voyagement. Ils ne peuvent pas tout le temps toucher à de l'équipement d'entraînement. Ça devient très difficile. Pendant le COVID, exemple, qu'est-ce qu'ils ont eu? S'ils réussissaient à avoir 2 journées d'entraînement hors glace par mois, c'était bon. Parce que la saison qu'on a eue a été tellement écourtée que c'était bon. Mais 1 à 2 entraînements par mois, c'est impossible à maintenir des capacités musculaires. Donc, c'est plus facile de justement travailler sur des petits aspects comme la force de préhension. Et est-ce que du coup, tout ce suivi de grippe, il t'a permis de faire une espèce de autorégulation en fonction du niveau du niveau de fatigue de chaque athlète? Et du coup, ça peut nous permettre de
taper dans la bonne zone chaque fois et pas les enfoncer non plus trop. Ouais, ben ça, j'utilise des fois la force de préhension, des fois d'autres tests, d'autres tests pour tester, disons, je suis en train de sortir mon instrument. Donc, la façon pour ceux qui ne savent pas, pour tester la force de préhension, c'est avec un dynamomètre. Celui-ci, ici, c'est un peu le gold standard, je peux dire, là, le go-to. Il y en a qui sont électriques, il y en a qui sont, comme lui, il est hydraulique. Il ne bouge vraiment pas. Là. Si je force, il n'y a rien qui bouge. Il y en a qui vont avoir un petit mouvement. Donc, généralement, la force de préhension va être testée sur une contraction isométrique. Donc, il n'y a pas de mouvement qui est créé. Puis, ce que ça fait, c'est justement, comme tu as dit, le Gaël, c'est que tu peux faire un suivi. Ça te permet de faire un suivi du système nerveux un petit peu. Parce qu'une contraction isométrique demande beaucoup plus au système nerveux là, à avoir. Puis, ben, si la journée, on est moins là dedans, une fatigue qui s'installe, ben, ça va directement apparaître sur la force de préhension. C'est quasi assuré. Puis, pour répondre à ta question, oui, je l'utilise assez souvent. J'utilise aussi un test de saut en hauteur, donc counter movement jump aussi. Des fois, ça peut être aussi rapide à faire. Donc, j'ai des outils pour faire ça aussi, pour voir la hauteur des sauts. Donc, généralement, cet outil-là aussi là, est bon pour voir je vais utiliser le terme en anglais, le readiness score. En français, je n'ai aucune idée. Le score de prêt à travailler. Mais un peu ton état. Là, est-ce que tu vas réussir à faire un bon entraînement ou on commence à être en fatigue? Donc oui, ça peut être un test pour voir ça. Généralement, c'est long à améliorer une force de préhension. C'est comme n'importe quoi. On va améliorer notre bench press. Ça ne t'augmentera pas de 20 livres en un mois. Là. Ça va prendre du temps. À moins que tu fasses de la posturologie. Là, ça, c'est une autre chose. Mais on va sûrement rentrer là-dedans tantôt. Mais c'est ça. Fait que, c'est long à améliorer. Donc, tu veux voir, c'est plus un outil qui te va permettre de faire un suivi justement un peu plus neurologique dans tes séances. Tu vas pouvoir l'utiliser comme à chaque séance. OK. Ah, parfait, OK, c'est bon, ça rentre dans notre range de départ, notre baseline qu'on a initialement établi. Puis, hop là, on est en bas. Ben, puis, à toutes les fois que j'étais soit en bas, ben, le training, c'était pas lui qu'on brisait des records, disons. C'était pas lui qu'on était le plus allumé. Puis, des fois, ça arrivait qu'on était en haut du baseline. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que hey, j'ai amélioré ma force de préhension. Ça veut juste dire qu'on a très bien récupéré puis qu'on est plus prêt que quand on a fait le test initial. Souvent, ça peut être plus ça qui arrive. Donc tu sais, j'utilise ça beaucoup avec mes athlètes, mais je l'utilise aussi avec ma population générale là, que j'entraîne comme des athlètes. Mais j'utilise ça aussi avec eux pour voir un peu leur état de fatigue. Puis aussi, je ne veux pas, après plusieurs mois, pas plusieurs années, mais plusieurs mois, on peut voir commencer à avoir une amélioration qui se dessine. Ça, c'est sûr. Ouais, et je pense que c'est quand même un petit peu plus facile à mettre en place qu'un HRV. Le HRV, tu es dans le gym, il faut se mettre sur son ordi, ou avoir une appli, ça demande un petit peu de temps. Alors que je pense que la température ou l'altitude, le niveau de stress, ça influence moins. Exactement. Puis c'est ça, là, le HRV, il est affecté par beaucoup de trucs. Justement, si tu fais ça dans le gym, juste la musique, le son des poids, ça va juste ça va tout changer ton HRV. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est plus difficile à mesurer. Reste que tu as les bons outils avec le bon environnement, ça peut être plus précis. Mais c'est ça. C'est difficile dans un contexte comme nous, c'est difficile à aller chercher des résultats plus précis, disons. Ça reste que. Puis, tu sais, c'est plus compliqué à analyser aussi, un HRV, qu'une force de préhension qui est mesurée en kilogrammes. Mais quand tu as la formation, les connaissances pour, puis l'environnement qui est géré, après ça, c'est sûr que le HRV a une coche au-dessus. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as une équipe de 20 joueurs et que tu les vois tous les jours et qu'il faut que ça aille vite, c'est un peu plus compliqué après, forcément. Puis un HRV, ça prend 7 minutes environ là, quand tu prends le plus petit protocole à faire.
7 minutes fois 20 joueurs, ta séance vient d'être finie. Ouais, c'est ça. Tandis que la force de préhension, 3 secondes, 5 secondes si tu maintiens plus longtemps, pogne ta mesure, parfait, next. 10 minutes, 5 minutes, c'est fait, même pas. Ouais, c'est ça, ils sont même, tu peux même les laisser autonomes, hein, où tu mets 3 dynamomètres, hop, ils se gèrent. Exactement. Exactement. Et voilà. Ouais. Ben là, tu as parlé d'un gros game changer qui est un petit peu ce neuro. Je crois que c'était Paulican qui disait que grâce à ça, il arrivait à avoir en 5 minutes quasiment les progrès d'un an en termes de résultats. Et quand on voit comme c'est compliqué de progresser quand on est déjà à très haut niveau. Je sais que tu t'es formé dernièrement du coup avec Mathieu qu'on a eu on a reçu dans le podcast la semaine dernière. Et comment toi tu l'as mis en place et quel bénéfice tu as trouvé à ça? Ouais, moi, c'est quand j'ai commencé. C'est Mathieu qui a commencé à me suivre. C'était là, 2 ans, peut-être 3 ans environ. Moi, avant, j'avais déjà commencé à faire les formations de l'Institut IP avec Matt puis Gab. Puis j'étais comme, OK, wow, c'est juste ça. Je voyais des différences sur moi-même, sur mes clients. Ouais. Mais c'est loin d'être qu'est-ce que la posture. Ben, c'est loin. C'est plus appliqué. Mais c'est un peu de la simili-posturo, mettons. Mais là, la posturo plus poussée, qui va beaucoup plus en détail. Donc là, il me fait mon évaluation. Puis avant, j'avais justement testé mes 1RM. Je déconseille de faire ça maintenant, mais dans le temps, je le faisais, tu sais, sur moi. Donc, j'avais testé mon 1RM sur le squat, parce que j'étais rendu à avoir ma progression et tout. Puis là, encore une fois, je répète, je le fais plus maintenant, mais ouais, en tout cas. Donc, je teste mon 1RM sur mon squat. Puis, quand je squatte, mon pattern, j'avais tout un shift à gauche. C'était pas énorme, mais c'était assez pour me dire que des fois, quand ça commençait à être élevé, les poids, dans des phases d'intensification, du 3 reps, 5 reps, dans ces alentours-là, ben, j'ai mal à la hanche, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à la cheville, du côté que je shift. Toute la tension va là, tu sais. Donc, puis je le sentais physiquement que j'ai bien beau essayer de pousser dans mon autre jambe, là, elle ne pousse pas autant que l'autre parce que mon bassin est shifté, puis donc, je m'en vais voir des physios, des ostéos, des chiro, des massos. Je m'en vais toutes les voir. Toute la gang. Ah, étire-toi. Ça, c'est le classique. Là. Ouais. Étire-toi. Ah, t'as le psoas tendu. Ah, t'as ci tendu. Étire-toi. Renforce tel muscle. Là, j'étais comme, bah, OK, on va l'essayer. Si elle me le dit, ça doit être vrai. Fait que là, ou lui, je n'ai pas de préférence, je ne suis pas sexiste, mais lui ou elle. Puis, j'essaye ça, pas de changement, pas rien. Puis là, je suis comme, mon Dieu Seigneur. Fait que là, je connais Matt depuis 1 an environ. J'ai commencé à l'entraîner dans le gym. Fait que ce qu'on faisait, on faisait un échange. Je l'entraînais dans le gym, puis lui me faisait la posturo. Donc, j'ai dit, OK, let's go. Posturo, on l'essaye. Fait qu'il me fait mon éval de posturo, puis justement, la semaine avant mon éval, j'avais testé mes résultats sur mon squat. Puis là, il me dit, tu sais, avant, j'avais fait un squat, pas de poids, un petit shift. Il me fait les tests, mes semelles, continue les tests, active mes capteurs, active mes systèmes de base, donc tactile, proprioceptif et vestibulaire. Là, il m'a dit, OK, après ça, il y a un squat, juste pas de poids. Puis moi, je le sentais, mais tu sais, à vue d'œil, ça se voyait aussi plus. Plus de shift, pas en tout. J'ai dit, ben, tabarouette. OK, let's go. Fuck le training. Puis, désolé du langage. Oublie le training, je réessaye mon 1RM. Fait qu'une semaine plus tard, je réessaye mon 1RM au squat, 20 livres de plus. Puis, c'est ça. Ça peut prendre 1 an à augmenter de 20 livres sur un squat sur ta rep maximale. Donc, juste avec la posturo, l'activation de mes systèmes, mes capteurs de base du système nerveux, ça l'a augmenté directement. Puis je veux dire, c'est aussi simple que si tu optimises ton alignement, ton squat ou ton mouvement, ton système neuro, ben, veux pas, le reste va s'aligner et tu vas performer plus. Fait que tout ça pour dire que ce que Paulican dit, c'est pas n'importe quoi. Je l'ai vécu. Fait que c'est un peu la raison du pourquoi que j'ai été aussi faire la formation posturo. Je voulais aller la faire en France.
Puis j'ai passé proche d'y aller. Finalement, ça ne donnait pas. J'ai passé proche d'y aller. Dr Bricot l'a donné en Martinique. J'ai passé proche d'y aller aussi. Puis là, le COVID est arrivé comme pas longtemps après. Fait que je disais, personne n'a resté pris là-bas, mais je disais, j'ai bien fait, tu sais, j'aurais pas pu pratiquer anyways, puis tout ça après. Fait que là, quand Matt a commencé à la donner ici au Québec, j'ai dit, là, c'est le destin, hein, je peux pas faire autrement. Fait que tu vois, septembre, j'étais allé faire la formation. Théoriquement, on était supposé avoir une autre formation en janvier, le COVID, encore une fois. Donc, septembre prochain, on finit la formation de Posturo, mais c'est ça. Fait que depuis, c'est un peu le pourquoi que j'étais allé. C'est tellement un game changer que je ne pouvais pas ne pas mettre ça à mon arc pour redonner à mes clients et à mes athlètes. Ouais, c'est ça. C'est que grâce à ça, on reset. Tout l'athlète, il prend un cran. Et donc, du coup, ouais. Quand on sait ça, c'est impossible de ne pas l'utiliser puisque c'est se tirer une balle dans le pied. Exact. Il y a un des tests là, qu'on voit que c'est la rotation cervicale. Ouais. Si je prends l'exemple, encore une fois, au hockey, exemple, quelqu'un qui on appelle ça domple, mais qui envoie la rondelle dans le fond du territoire, puis là, toi, tu dois aller la chercher. Ben, ce qu'on appelle un shoulder check, fait que tu regardes ton épaule pour regarder, voir c'est qui à gauche et qui à droite, j'ai-tu des coéquipiers, l'adversaire il arrive par où? Ben, si tu as un blocage, puis tu ne peux pas aller bien loin, en position statique, sans stress, pas dans le feu de l'action, comment est-ce que tu veux pouvoir le faire à 100% optimal sur glace en mouvement? Quand ça bouge, puis ça va vite. Je l'ai dit tantôt, le hockey, c'est le sport le plus vite du monde. Comment est-ce que tu es capable de pouvoir le faire optimalement? Ouais, Impossible. Impossible. Fait que c'est aussi niaiseux que ça peut être juste ça. Là. Fait que tu sais, au hockey, on appelle ça le hockey sense. Si tu es capable de pouvoir avoir la capacité de travailler tes yeux parfaitement, avoir la pleine capacité de ton corps, ben ton hockey sense va augmenter. Puis si ton hockey sense augmente, ben ton équipe va être très, très, très content. Ouais, c'est ça. Souvent, ce que je dis à mes athlètes, chaque fois, ils râlent, ils veulent pas faire leurs exos pour les yeux et tout. Ils me disent non, mais ça sert à rien. Et je dis, ok, vas-y, maintenant, tu me fais toute la séance les yeux fermés. Mais tout le temps, même pour aller aux toilettes ou remplir ta gourde, tu vas les yeux fermés. Et ils te disent, non, je peux pas. Je dis, alors c'est la même chose quand tu passes en état physiologique avec beaucoup de demandes, c'est comme ça que tu es les yeux fermés. Donc, soit tu veux ouvrir tes yeux, soit tu restes comme t'es. Ah ouais, c'est un très bon exemple pour elle. Fait que le monde, c'est ça, ils se disent non, c'est bien con comme exercice, ça sert à rien, mais tu as un game changer directement sur sur le spot là, en direct. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça. Ouais. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner là justement aux athlètes qui nous écoutent. Ouais, 3 conseils. 3 conseils. OK, m'en donner 3. M'en donner 3. Tu m'en demandes 3, je t'en donne 3. Ouais, si t'en as plus, vas-y. Hein. Le premier, c'est sûr, fais ta posturo, Batins. Je veux dire, on n'a pas été très en détail, mais juste assez bien pour dire que ça peut être game changer beaucoup. Puis, tu sais, on n'a pas parlé, mais tu sais, la posturo, exemple, c'est beaucoup aussi, c'est que si tu réussis à éliminer les blocages un peu, ben, c'est que tu augmentes aussi ta capacité de récupérer. Veux pas. Donc, si tu augmentes ta capacité à récupérer, tu peux pousser plus, tu peux performer plus éventuellement. Donc, posturologie, honnêtement, qu'on soit athlète ou pas athlète, tout le monde en a honnêtement besoin. Là, surtout dans des pays industrialisés comme où est-ce qu'on vit, que notre développement moteur en mange une claque, honnêtement. donc, très, très, très important, je dirais ça. Point numéro 1. Pas de temps, en plus. Un bilan de 5 minutes tous les jours et c'est tout. That's it. Puis je veux dire, t'as pas de courbature, ça fait pas mal, c'est pas difficile, c'est pas. À part peut-être le galant qui te pogne dans les lattes comme il faut, puis c'est le côté, mais c'est le seul, tu sais. Mais
Fait que c'est ça, vraiment posturaux à l'état aligné parce que plus que ton corps va être aligné, plus ça va aligner tous les autres facteurs de tes performances, de ta santé. Donc, point numéro 2, je dirais vraiment exécution. Moi, c'est un peu les mots d'ordre là, chez nous, ma compagnie Perfoilite avec mon équipe, puis mes athlètes. Exécution, si tu fais rien, c'est un peu comme tu as dit, tu as souvent des athlètes, exemple, l'exercice des yeux, ils ne veulent pas trop y faire, ils ne voient pas le pourquoi. Ben, c'est sûr que s'ils ne prennent pas d'action puis ils n'exécutent pas le plan, ben, c'est difficile d'aller chercher des résultats. Puis peu importe, là, que ce soit population générale, mais que ce soit aussi athlète, c'est difficile. Fait que mettre en action, prendre des actions, exécution, numéro 1. Puis numéro 3, la constance. Donc, tu es mieux, dans le pire des cas, au lieu de faire, on va dire, tes exercices de posturaux 2 fois par jour, exemple, de les faire 1 fois par jour, de maintenir sur 1 an à 1 fois par jour que, OK, je le fais 3 fois par jour pendant 1 mois, puis bam, à ça, j'arrête. Fait que c'est beaucoup mieux d'être à 80%, 85% sur une longue période de temps, sur 1 an, qu'à être à 100%, 110% sur 3 mois. Parce qu'après ça va crasher, tu vas débarquer. Donc, vraiment, ça serait les 3 trucs, astuces, posturaux. Ensuite de ça, exécution, puis constance. Bien, quand ces 3-là, tu sais, là, j'aurais pas en donné bien plus, là, mais tu sais, juste ces 3-là de base sont en jeu, sont là. Après ça, ben, les performances arrivent, peu importe c'est quoi. La performance, pour moi, c'est pas juste de jouer au niveau, là, c'est performance, c'est atteindre ses résultats, puis d'optimiser son corps, puis d'atteindre son plein potentiel, parce que c'est valide pour tout le monde. La posturo, c'est pas juste pour les sportifs. Dans la vie, c'est pas normal que tu es debout puis tu te dis que tu as mal dans le bas du dos parce que tu es debout ou tu as mal à la jambe parce que tu tiens debout. C'est juste pas normal. Donc, pour remédier à tous ces trucs-là, ben, la posturo est là pour ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est un traitement, c'est un service qui est non invasif. Effectivement, tu n'es pas obligé de. J'ai rien contre l'acupuncture. Moi-même, je m'en fais faire parce que ça fonctionne, mais il n'y a pas d'aiguille qui est piquée. Il n'y a pas. Il y a rien. Là, c'est vraiment juste de faire des petits exercices puis aller optimiser tes 3 systèmes. Principalement, c'est 3 systèmes de base de ton système nerveux. Le système nerveux contrôle absolument tout. Tout de notre corps. Que ce soit de la digestion, que ce soit la performance, le mouvement, que ce soit la récupération, le sommeil, le stress. Tout joue à partir du système nerveux puis des hormones, mais le système nerveux est partout. Donc, s'il n'est pas optimal, ben, demande-toi pas pourquoi tu ne performes pas ou tu n'atteins pas tes résultats. Donc, c'est exactement ça, la posture au bout de la ligne. C'est d'aller à la source, à la base, puis de travailler la première chose qui existe dans le corps humain, là, quasiment. Là, c'est ça. C'est ça. Complètement. Mais, ouais. Ouais, je vais te faire pas aller plus. Si je continue, je vais tomber dans l'émotionnel, puis il faut pas. Ouais, ben, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, chaque fois, on veut faire 45 minutes, mais sauf que quand on commence à parler de système nerveux, et ben après, on n'arrive jamais à faire 45 minutes. C'est parce que c'est trop. As-tu réussi à faire 45 minutes avec Matt? Non. Ah, si, quoi que Non, oui. pas. Si, Ah j'ai ouais? réussi. Ouais. Ah ben, wow. Mais après, je pense parce D'habitude, qu'il il avait des clients après. c'est pour ça. D'habitude, sinon, tu aurais pu passer un bon 8 heures. Là. Facile. Ouais, c'est ça. Non, mais complètement. Ben écoute, c'était vraiment, vraiment cool là, tout ce dont on a discuté. Ben oui. Mm-hmm. Vraiment, Si merci encore. ils veulent te retrouver ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent faire Ouais. Ben, ils peuvent directement sur Instagram. J'ai mon compte à moi, là, c'est Philippe Roy, port en bas Perfoilite ou point Perfoilite, mais Philippe Roy, point Perfoilite, quelque chose comme ça, pour moi personnel. Sinon, Perfoilite, donc Perfo Elite, tout collé ensemble directement. C'est le compte central de mon entreprise avec mon équipe, donc beaucoup de contenu qui est là. Sinon, ils peuvent aussi suivre sur mon site web, perfoelite.com. Puis j'ai-tu d'autres choses? LinkedIn, on s'en fout un peu. Hein? Ouais. Mais sinon, c'est pas mal ça, je dirais, sur Instagram. Il y a Facebook aussi à mon nom personnel, Philippe Roy, mais disons que je ne pose rien de vraiment intéressant là-dessus.
à cette place-là. C'est vraiment plus ça se passe sur Instagram, je dirais. Ouais. Ben, et puis aussi pour les fans de hockey, il y a le podcast Dans l'enclave. Mhm. Ouais, ouais. Là, c'est un peu plus sur pause. C'est un projet que je relance, mais exactement, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça du tout à cause que c'était sur pause. Mais je suis co-animateur de 2 podcasts. Donc, un qui est Dans l'enclave podcast, où est-ce qu'on reçoit principalement des joueurs ou des intervenants dans le monde du hockey. Donc, joueurs, anciens joueurs, coach, préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste, ainsi de suite, qui peuvent aider un joueur de hockey à se développer. Puis sinon, j'ai un deuxième podcast où est-ce que je suis co-animateur aussi. C'est le plan de match iCoach Hockey D. Donc, ce podcast-là, on reçoit aussi des intervenants. On a reçu justement c'est un peu moins familier en France, là, mais le coach canadien de Montréal en ce moment, Dominique Ducharme, on l'a reçu sur le podcast. On a reçu le coach Team Canada pour les championnats juniors. André Tourigny. On a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de grands noms qui ont évolué dans la NHL en tant que coach principalement pour redonner, ça c'est un peu plus axé sur un peu plus les coachs, aussi les joueurs, pour les joueurs, mais un peu plus les coachs pour donner des outils pour pouvoir aider les joueurs. Mais ouais, fait que c'est pas mal les deux qui sont un peu plus axés sur le hockey pour l'instant. Puis bientôt, ça va être mon projet qui va sortir, qui va être un podcast aussi, mais individuel. Ok, ben on a hâte, Et puis je pense que là bientôt tu as les camps de hockey qui vont reprendre aussi. Il y a les camps de hockey qui commencent dans 3 semaines. Là, j'ai des joueurs que je vois en privé ou en semi-privé, en groupe de 2. C'est ça. Ouais. Sinon, les camps de hockey commencent très, très bientôt. Là. La préparation physique, ça arrive à grands pas. Ouais, c'est-à-dire la période la plus chargée pour vous, préparateurs physiques. Ouais. Pendant l'année, c'est plus mort, mais l'été, c'est là que ça roule. Ouais. Écoute, on te souhaite du coup bon courage pour tout ça. Pareil pour le master, en espérant que tout roule et pour les futurs projets. Pour ceux qui nous écoutent, on continue à mettre un petit 5-star review. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore, Gaël.